Janet Jackson, artiste et actrice primée, la plus jeune du légendaire clan Jackson. Depuis la mort tragique de son frère Michael en 2009, elle a porté le poids d'un chagrin immense et d'un héritage familial d'une complexité sans nom. Aujourd'hui, à 58 ans, Janet brise enfin son silence. Elle partage des détails intimes et bouleversants sur leur relation, des vérités qui promettent de choquer le monde entier. Imaginez, la sœur, celle qui l'a connue mieux que quiconque, révèle les coulisses de leur lien, les moments de joie, mais aussi les ombres et les défis. Rejoignez-nous pour explorer les confessions émotionnelles et le parcours extraordinaire de Janet, de Jackson Street à la renommée mondiale. Préparez-vous, car les liens du sang sont parfois les plus complexes et les plus déchirants. Les racines Jackson, naissance d'une dynastie musicale. Janet Damita J.O. Jackson voit le jour le 16 mai 1966, à Gary, dans l'Indiana. Elle est la benjamine des 10 enfants de la célèbre famille Jackson, grandissant dans une modeste maison de 2 chambres sur Jackson Street, au sein d'une famille afro-américaine de la classe ouvrière. Sa mère, Catherine Esther Jackson, rêvait de musique, clarinettiste et pianiste talentueuse, elle travaillait à temps partiel chez Sears, tout en nourrissant l'espoir secret d'une carrière de chanteuse country. Son père, Joseph Walter Joe Jackson, ancien boxeur, travaillait comme opérateur de grue chez US Steel, et jouait en parallèle de la guitare avec un groupe local de rhythm and blues, The Falcon, pour joindre les deux bouts. L'histoire familiale de Janet est riche et variée. Son arrière-arrière-grand-père, Julie Jacques Gall, était éclaireur pour l'armée américaine, selon les récits familiaux, un guérisseur amérindien. En grandissant, Janet avait 2 sœurs, Rebby et Latoya, et 6 frères, Jackie, Tito, Germaine, Marlon, Michael et Randy. Malheureusement, un autre frère, le jumeau de Marlon, nommé Brandon, est décédé peu après sa naissance. La famille Jackson était de fervents témoins de Jéhovah, une foi qui a profondément façonné leur éducation, bien que Janet se soit ensuite éloignée de la religion organisée. Dès son plus jeune âge, les frères de Janet, les Jackson 5, se sont formés, et leur ascension vers la gloire a commencé dans la région de Chicago et à Gary. En mars 1969, ils signent un contrat historique avec Motown et réalisent rapidement leur premier succès numéro 1, une ascension fulgurante. Ce succès a incité la famille à déménager dans le quartier d'Encino à Los Angeles, loin de leurs humbles débuts. Bien que Janet ait d'abord rêvé de devenir jockey ou avocate dans l'industrie du divertissement, son destin sous les projecteurs est devenu évident, presque inéluctable. Son intérêt pour le divertissement s'est approfondi après qu'elle se soit enregistrée en studio, ce qui l'a amené à envisager sérieusement une carrière dans la musique. La première expérience de Janet sur scène a eu lieu à seulement 7 ans, lorsqu'elle et ses sœurs ont performé au MGM Casino sur le Strip de Las Vegas, un baptême du feu dans le monde du spectacle. Cependant, sa relation avec son père était complexe et marquée par une certaine distance. Joseph était souvent émotionnellement distant et avait une approche stricte, voire dure, de la parentalité, exigeant de Janet qu'elle l'appelle seulement par son prénom, Joseph, et non papa. En 1976, elle a rejoint le casting de l'émission de variété The Jackson, marquant le véritable début de son parcours à la télévision. Le grand tournant de Janet est survenu en 1977 lorsqu'elle a été choisie pour le rôle de Penny Gordon Woods dans la sitcom populaire Good Times, un rôle qui l'a propulsée au devant de la scène. Elle a ensuite joué dans A New Kind of Family et a obtenu un rôle récurrent dans Diff'rent Strokes en tant que Charlène Duprey, des saisons 3 à 6, devenant un visage familier pour des millions de téléspectateurs. Elle a également joué Cléo Hewitt dans la 4e saison de Fame, bien qu'elle ait ressenti une certaine indifférence envers la série, en partie à cause du fardeau émotionnel de son mariage secret avec le chanteur de R&B James DeBarge, une union rapide et tumultueuse. Dans des interviews ultérieures, elle se souvenait avec affection de la façon dont ses co-stars lui jouaient des tours, mettant en avant la camaraderie qu'ils partageaient, un contraste avec les pressions de sa vie personnelle. Quand Janet a eu 15 ans, son père, qui était aussi son manager, a arrangé un contrat pour elle avec AM Records. En 1982, elle a sorti son premier album, Janet Jackson, produit par une équipe talentueuse incluant Angela Winbush et René Moore. Bien que l'album ait atteint la 63e place du Billboard 200 et la 6e place du classement des albums R&B, il a reçu une promotion minimale. Néanmoins, il a trouvé sa place dans le Billboard Top Black Album de 1983, et Janet elle-même s'est classée comme la plus haute vocaliste féminine dans la liste des artistes d'albums noirs en fin d'année du Billboard. 2 ans plus tard, Janet a sorti son 2e album, Dream Street,
qui a grimpé à la 147e place du Billboard 200 et à la 19e place du classement des albums R&B. Le single Don't Stand Another Chance a atteint la 9e place du classement des singles R&B. Les deux albums ont fortement penché vers la bubblegum pop, un son léger et entraînant, ouvrant la voie à son avenir dans l'industrie musicale, mais aussi à son désir d'indépendance. L'émancipation de Janet, de Control à l'icône mondiale. Après la sortie de son deuxième album, Janet prend une décision audacieuse, un tournant majeur, se séparer de la direction de sa famille. Je voulais juste sortir de la maison, me libérer de mon père, a-t-elle ouvertement réfléchi, ce qui a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. Désireuse d'établir sa propre identité musicale, Janet s'associe aux producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis pour son troisième album. Leur objectif ? Créer un son qui séduirait à la fois le public pop et les auditeurs urbains, un mélange novateur. En seulement 6 semaines, ils conçoivent Control, un album qui sort en février 1986. Le succès est fulgurant, l'album grimpe rapidement à la première place du Billboard 200 et obtient une remarquable certification 6 fois platine de la RIA, se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Control est salué comme remarquablement audacieux et mature pour une artiste adolescente. Il offre une alternative fraîche aux ballades sentimentales de l'époque, plaçant Janet sur un pied d'égalité avec Donna Summer, une pionnière de la pop. L'album produit 5 singles dans le top 5, dont What Have You Done For Maître Lately et Nasty, et 3 titres dans le top 15, notamment When I Think of You, qui devient son premier succès numéro 1. Le triomphe de Control est souligné par 6 Billboard Awards, dont celui de Top Pop Singles Artist, et 3 nominations aux Grammy Awards, y compris Album de l'année. Il marque également l'histoire en remportant 8 American Music Awards sur 12 nominations, un record qui tient toujours. Durant cette période, Janet réussit à se défaire de l'étiquette de « petite sœur de », se transformant en une artiste à part entière. Les thèmes de sa musique reflètent son parcours vers l'émancipation, particulièrement inspiré par une expérience traumatisante de harcèlement sexuel. Janet a raconté un moment, face à un harcèlement de rue, elle a refusé de fuir, le danger est devenu réel quand un couple de gars a commencé à me suivre dans la rue, et au lieu de courir vers Jimmy ou Terry pour me protéger, j'ai pris position. Je les ai confrontés. C'est ainsi que des chansons comme Nasty et What Have You Done For Maître Lately sont nées, issues d'un sentiment d'autodéfense et de prise de pouvoir. La fusion innovante de dance pop, de musique industrielle, de hip-hop et d'influence R&B a non seulement défini Control, mais a également aidé à ouvrir la voie au genre New Jack Swing. Les clips musicaux de l'album sont devenus des incontournables sur MTV, présentant des chorégraphies captivantes qui ont même permis à Paula Abdul de décrocher un contrat d'enregistrement pour son travail avec Janet. Billboard a noté que le son accessible de Janet et ses vidéos spectaculairement chorégraphiées étaient irrésistibles pour MTV, élargissant considérablement la programmation de la chaîne au-delà de la simple musique rock. En regardant en arrière sur son impact, Kyle Anderson d'Entertainment Weekly a commenté que les vidéos de Control ont solidifié le statut de Janet en tant qu'icône pop, la plaçant aux côtés de contemporains comme Madonna et son frère Michael. Megan Garvey de MTV a souligné l'importance de l'album, affirmant qu'il a transformé le paysage pop et mis en avant l'importance de la fierté féminine noire à travers ses hymnes d'autoréalisation. Avec 6 clips musicaux remarquables accompagnant l'album, Control a joué un rôle crucial dans l'amélioration de la visibilité des artistes pop noirs dans la musique grand public. Le prix de la gloire, Michael Jackson, l'enfance perdue et les combats. Tout comme Janet, Michael Jackson a eu une relation tumultueuse avec son père Joe Jackson, connu pour sa discipline stricte. Joe veillait à ce que les répétitions de ses enfants soient longues et rigoureuses, les poussant vers la perfection, mais cette quête incessante de l'excellence est devenue une source de profonds regrets pour Michael. Il exprimait souvent sa tristesse face à son enfance perdue, ayant l'impression d'avoir été précipité dans le monde des adultes trop tôt. J'ai grandi sur scène. J'ai grandi dans des clubs. Quand j'avais 7 ou 8 ans, j'étais dans des clubs. J'ai vu des filles se déshabiller, j'ai vu des bagarres, j'ai vu des gens vomir les uns sur les autres, j'ai vu des adultes agir comme des fous, a-t-il révélé au magazine Gold en 2002. Ces expériences ont laissé une empreinte profonde, le privant des joies simples de l'enfance. L'environnement rigoureux et exigeant de Joe, destiné à transformer ses enfants en superstars, négligeait souvent leurs besoins émotionnels et développementaux. La sévérité de Joe imposait une pression immense, faisant ressentir à Michael qu'il ne pouvait pas vraiment vivre selon son âge, avec des punitions sévères pour les erreurs.
Bien que cette approche ait inculqué une forte éthique de travail, elle a aussi compliqué leur relation avec leur père. Michael a particulièrement lutté contre des sentiments de ressentiment et un désir d'une enfance plus typique, payant un prix élevé pour la célébrité précoce. Les Jackson 5 ont émergé comme l'un des plus grands groupes des années 70. Après des débuts modestes, ils signent avec Motown en 1968, devenant un phénomène, le premier groupe à avoir leurs 4 premiers singles atteindre la première place du Billboard Hot 100, avec des hits comme I Want You Back et ABC. Leur succès est alimenté par la voix remarquable de Michael, encore enfant, et leur routine de danse entraînante. En 1976, les Jackson 5 quittent Motown pour Epic Records, se renommant The Jackson, Jermaine restant chez Motown, remplacé par Randy. Ils continuent de sortir des succès, mais c'est la carrière solo de Michael qui explose, le distinguant de ses débuts d'enfant star. L'album Off the Wall, 1979, alors que Michael n'a que 21 ans, le libère de son image bubblegum pop. Il mêle funk, disco, soul et R&B, coécrivant plusieurs titres et démontrant sa croissance en tant qu'artiste. L'album produit 4 singles dans le top 10 et établit Michael comme une force dominante dans la musique, capable de séduire tous les publics. Malgré la vente de plus de 20 millions d'exemplaires, Michael estimait que Off the Wall aurait dû avoir un impact encore plus grand. Il était déterminé à élever la barre pour son prochain album. Pour s'assurer un contrôle créatif total et des bénéfices accrus, Michael lutte pour obtenir un contrat sans précédent, lui accordant le taux de redevance le plus élevé de l'industrie, jusqu'à 37% des ventes. Cela ouvre la voie à son album de 1982, Thriller, qui deviendra l'album le plus vendu de tous les temps. Finalement, Michael s'éloigne des Jackson 5 après l'album Victory et la tournée massive de 1984, laissant les membres restants continuer, mais leur popularité diminuant sans lui comme attraction principale. Secret de frères et sœurs, Janet révèle sa relation avec Michael. Janet Jackson a ouvert les portes de la relation complexe qu'elle entretenait avec son célèbre frère Michael dans son nouveau documentaire. À 58 ans, elle offre aux fans un aperçu intime du lien unique qui unissait les deux frères et sœurs. Malgré leurs 7 ans d'écart, Janet révèle qu'elle et Michael étaient incroyablement proches durant leur enfance au sein de la grande famille Jackson. Elle ressentait une connexion spéciale avec Michael, ce qui les rendait inséparables, les qualifiant de meilleurs amis. Janet partage que Michael lui a même donné le surnom affectueux de Dunk, dérivé de Donkey, Anne, en lien avec son physique. Cependant, elle admet avec franchise que ces taquineries concernant son poids dépassaient parfois les limites, la laissant profondément blessée. Elle se rappelle des moments où Michael l'appelait par des noms comme cheval, skirly, écureuil et vache. Bien qu'elle essayait d'en rire, ses commentaires lui causaient une douleur intérieure persistante. Bien qu'ils aient été très proches tout au long de leur enfance, leur relation a commencé à changer lorsque la carrière solo de Michael a décollé après la sortie de Thriller en 1982. Janet a senti une distance se former entre eux, décrivant cette période comme un moment où Mike et moi avons commencé à suivre des chemins séparés. Elle a remarqué que Michael n'était plus aussi joyeux qu'il l'avait été auparavant, une transformation qui l'inquiétait. Les accusations d'abus sur mineurs contre Michael en 1993 ont placé une immense tension sur leur relation fraternelle. À cette époque, un garçon de 13 ans nommé Jordan Chandler a allégué que Michael l'avait abusé au Neverland Ranch. Janet a partagé qu'elle était dévastée par ces accusations, mais aussi en colère parce qu'elles nuisaient à sa propre carrière naissante. Elle a expliqué qu'avant que les allégations ne surgissent, elle était sur le point de signer un contrat de sponsoring majeur avec Coca-Cola, qui aurait été le plus grand de sa carrière jusqu'à présent. Cependant, l'entreprise a rapidement annulé l'accord une fois que les accusations choquantes contre Michael ont été rendues publiques. Coca-Cola a dit non merci, se souvient Janet avec amertume. Coupable par association, n'est-ce pas? Malgré le tumulte, Janet est restée aux côtés de Michael, et ils ont collaboré sur la chanson Scream en 1995, en réponse à la tempête médiatique entourant les allégations. Janet a noté que bien que ce fût la chanson de Michael, elle était là pour le soutenir alors qu'il naviguait dans cette situation. Cependant, leur réunion n'a pas duré longtemps, car Janet a commencé à se sentir isolée et étrangère lors du tournage du clip de Scream. Janet a révélé que l'équipe de Michael l'avait délibérément séparée, l'empêchant de voir le processus de tournage de Michael. Michael filmait la nuit tandis que je tournais le jour. Sa maison de disques a bloqué son plateau, donc je ne pouvais pas voir ce qui se passait. Il ne voulait pas de moi sur le plateau, a déclaré Janet.
Elle a ressenti qu'il favorisait intentionnellement un sentiment de compétition et d'hostilité entre les frères et sœurs, ce qui l'a profondément attristée car elle voulait être là pour l'affronter, pas pour l'opposer. Je voulais retrouver les vieux jours entre nous, mais ce n'était plus le cas, a-t-elle ajouté. Même si Scream est devenu un énorme succès mondial, cela n'a pas suffi à réparer la rupture dans leur relation. Les allégations et controverses qui les entouraient semblaient créer une division permanente entre eux. Michael Jackson, la vérité derrière l'image publique. L'un des aspects les plus discutés et controversés de la vie de Michael Jackson fut le changement notable de la couleur de sa peau, qui a attiré une attention médiatique significative et suscité des spéculations publiques. Dans sa jeunesse, la peau de Jackson était d'un brun moyen, mais à partir du milieu des années 1980, elle a commencé à s'éclaircir. Cette transformation a entraîné des rumeurs selon lesquelles il blanchissait intentionnellement sa peau pour apparaître blanc, une spéculation alimentée par la nature dramatique de son apparence changeante. En 1983, le docteur Arnold Klein, dermatologue de Jackson, a observé les premiers signes de vitiligo, une affection qui provoque des taches de peau sans pigment. En plus du vitiligo, le docteur Klein a diagnostiqué Jackson avec un lupus discoïde érythémateux, une affection cutanée chronique, en 1986. Le vitiligo, confirmé par son autopsie, peut avoir des effets psychologiques significatifs en raison de son impact visible et drastique sur l'apparence. Pour gérer les taches inégales résultant du vitiligo, Jackson utilisait un maquillage de couleur claire, selon certains, des crèmes prescrites pour dépigmenter la peau afin d'obtenir un teint plus uniforme, apparaissant souvent assez pâle. Malgré ses efforts, Jackson a fait face à un examen et à des critiques incessants. Il a constamment soutenu qu'il n'avait pas intentionnellement blanchi sa peau et qu'il était impuissant à contrôler les effets de sa maladie. Lors d'une interview avec Oprah Winfrey en 1993, Jackson a abordé les rumeurs, « Quand les gens inventent des histoires disant que je ne veux pas être qui je suis, cela me fait du mal. » Sa lutte contre le vitiligo et le malentendu du public lui ont causé un stress émotionnel considérable. L'apparence physique de Jackson a subi d'autres changements significatifs, qu'il a évoqués dans son autobiographie Moonwalk, 1988, et l'interview de 1993. Il a ouvertement reconnu avoir subi 2 chirurgies de rhinoplastie, la première pour améliorer sa respiration et sa tessiture vocale, la seconde pour corriger des complications. Jackson a également fait ajouter une fente à son menton. Au début des années 1980, une perte de poids notable l'a conduit à attribuer son changement de physique à un régime alimentaire plus sain, visant à obtenir un corps de danseur. Cependant, son cadre mince et ses épisodes de vertige ont amené certains à spéculer sur une anorexie mentale, une préoccupation plus prononcée dans les dernières années de sa vie. La lutte de Jackson contre le vitiligo a joué un rôle important dans ses décisions esthétiques. Selon sa mère, Catherine Jackson, Michael s'est tourné vers ses chirurgies pour traiter le teint inégal, exprimant son angoisse face à son apparence tachetée. Après sa mort en 2009, les rapports d'autopsie ont confirmé son diagnostic de vitiligo et ont révélé divers autres traitements esthétiques, corroborant les affirmations de Catherine et suggérant même une possible addiction à la chirurgie. D'autres rumeurs sensationnelles ont captivé le public, comme l'affirmation selon laquelle il dormait dans une chambre à oxygène hyperbare pour ralentir le vieillissement. Jackson a nié, affirmant qu'une image largement diffusée le montrant dans une chambre en verre n'était qu'un cliché promotionnel pour un projet spatial. Malgré son démenti, l'histoire a persisté, ajoutant à la mystique de son mode de vie. Aux côtés de la chambre hyperbare, il y avait des allégations selon lesquelles Jackson recevait des injections d'hormones féminines pour maintenir sa voix aiguë et son peu de pilosité faciale. Ces spéculations s'ajoutaient aux efforts de Jackson pour préserver son apparence distinctive et juvénile, ainsi que la qualité de sa voix. Gloire et tragédie, la chute du roi de la pop. Les luttes de Michael Jackson contre l'addiction étaient une partie profondément tragique et significative de sa vie, affectant gravement sa santé et sa carrière. Sa dépendance aux analgésiques, exacerbée par des problèmes juridiques très médiatisés et des défis personnels, a finalement conduit à une fin dévastatrice. La lutte de Jackson contre l'addiction aux analgésiques a commencé après un tragique accident survenu lors du tournage d'une publicité pour Pepsi en 1984, où un dysfonctionnement pyrotechnique a causé de graves brûlures sur son cuir chevelu. Pour faire face à la douleur des chirurgies reconstructrices nécessaires, Jackson s'est tourné vers les analgésiques. Au fil du temps, sa consommation a augmenté, notamment en réponse au stress immense provoqué par diverses pressions,
y compris les allégations d'abus sexuels qui ont émergé en 1993. En novembre de cette année-là, la combinaison de ces allégations, de problèmes de santé et de sa dépendance croissante aux médicaments a contraint Jackson à annuler les dates restantes de sa Dangerous World Tour. Cette décision a mis en lumière l'impact sévère que ces événements avaient eu sur sa santé physique et mentale, le poussant à chercher un traitement pour son addiction. En mars 2009, au milieu des spéculations persistantes sur ses finances et sa santé, Jackson a annoncé une série de concerts de retour très attendus intitulés DC Seat. Lors d'une conférence de presse tenue à l'O2 Arena à Londres, il a révélé que ces concerts marqueraient ses premières performances majeures depuis la fin de la History World Tour en 1997. Jackson a suggéré que DC Seat pourrait être sa dernière tournée, indiquant son intention de se retirer des performances live par la suite. L'annonce a suscité une vague d'excitation et d'anticipation, avec des fans du monde entier attendant avec impatience son retour sur scène. Toutes les dates de concert se sont rapidement vendues, et les spectacles devaient débuter en juillet 2009, promettant d'être un événement monumental dans la carrière de Jackson et un tournant potentiel pour son image publique et sa situation financière. Tragiquement, le 25 juin 2009, moins de 3 semaines avant le début des concerts DC Seat, Michael Jackson est décédé d'un arrêt cardiaque dans sa maison louée à Holmby Hills, Los Angeles. Son règne en tant que roi de la pop s'est achevé dans la tragédie, laissant le monde sous le choc. L'amour d'une sœur, l'hommage émouvant de Janet. Après la mort tragique de Michael suite à une overdose en 2009, Janet a continué à honorer son héritage et leurs relations complexes à travers divers hommages et performances au fil des années. Peu de temps après la disparition de Michael, elle a livré une interprétation poignante en solo de leur duo Scream lors des MTV Video Music Awards 2009, un hommage sincère à son frère bien-aimé qui a ému le monde. Pour célébrer ce qui aurait été le 60e anniversaire de Michael en 2018, Janet a sorti une nouvelle version du clip vidéo de son tube de 1992, Remember the Time, insufflant sa créativité dans les images emblématiques. Le jour de l'anniversaire de Michael en 2020, Janet a partagé un message émouvant sur Instagram, accompagné d'une photo d'eux enfants. « Tu me manques, grand frère », a-t-elle écrit avec un emoji bisou. Au début, Janet a enfoui ses émotions, un mécanisme d'adaptation pour gérer la perte de son frère et meilleur ami. J'ai finalement commencé le processus de deuil. J'étais à Paris et c'était l'un des moments les plus difficiles, a-t-elle révélé. À un moment donné, il faut avancer et j'essaie de le faire, mais c'est vraiment difficile. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui, pas un seul. Au fil des années, Janet a lutté pour ne pas se laisser submerger par son chagrin, mais elle a fini par comprendre qu'il était temps de reconnaître et d'accepter sa perte. Janet a reconnu l'importance de traiter ses sentiments de manière saine. « Je me pousse d'une certaine manière à traverser cela, car ce n'est pas une façon saine », a-t-elle admis. Lors d'une nuit cathartique à Paris, elle s'est plongée dans les clips et les chansons de Michael, comme une forme de thérapie douloureuse mais nécessaire. J'ai passé toute la nuit à Paris à regarder tous ses clips et à écouter sa musique. Il y a eu des moments où j'ai pleuré et d'autres où j'ai ri. C'était bon pour moi. J'en avais besoin. Même si elle le pleure quotidiennement, Janet comprend qu'elle doit trouver un moyen d'aller de l'avant tout en gardant la mémoire et l'influence de Michael vivante dans son cœur. Leur relation était complexe, oscillant entre proximité et distance au fil des décennies. Cependant, les liens familiaux indestructibles garantissent que leur amour l'un pour l'autre perdurera toujours. Le processus de deuil de Janet consiste à célébrer la vie extraordinaire et le talent de Michael, tout en étant honnête sur les luttes et la douleur qu'ils ont tous deux affrontées. Ce n'est qu'en embrassant pleinement tous les aspects de leur relation qu'elle peut atteindre un certain degré de paix. C'est un processus lent, mais je suis déterminée à faire en sorte que l'héritage de mon frère vive dans mon cœur, a déclaré Janet. Bien qu'elle ait également évoqué la compétition, la jalousie et la douleur qui ont parfois façonné leur relation, il est clair que l'amour entre ces deux grands talents a transcendé même la mort tragique de Michael. Conclusion. Le parcours de Janet Jackson, indissociable de celui de son frère Michael, est un témoignage puissant de résilience, d'amour fraternel et du prix souvent douloureux de la célébrité. Leur vie, faite de triomphes planétaires et de luttes intimes, continue de fasciner et de susciter l'émotion. Les révélations de Janet offrent un éclairage nouveau sur la complexité de l'héritage Jackson, montrant que derrière la musique et les lumières, il y avait deux êtres humains liés par un amour profond et des défis uniques. Alors que nous refermons ce chapitre, une question demeure. Quelle partie de l'histoire de Michael et Janet Jackson vous a le plus surpris ou ému? Était-ce la douleur de l'enfance perdue de Michael, les difficultés de Janet à se libérer de l'ombre familiale,
ou la complexité de leur relation fraternelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a passionné, et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations des vies des icônes de la musique et du divertissement. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à vous offrir des contenus captivants. Merci de nous avoir rejoints, et à très bientôt.